Bienvenue dans la saison 2 d'À l'écoute de sa voix, ou Aleph pour ceux qui aiment les raccourcis. Aleph, ce sont des interviews de personnes qui ont fait leur coming out spirituel. Je donne la parole à des personnes incroyables, de toutes générations, de toutes opinions, qui ont le courage de vivre leur spiritualité au grand jour. Leur partage inspirant va vous montrer qu'il est possible de sortir de son placard spirituel et de vivre plus heureux encore. À l'écoute de sa voix, le podcast du coming out spirituel. Je dirais que la spiritualité, pour moi, c'est de mettre du beau. Je suis Christine de Joigny et je me pose des questions sur la spiritualité. Peut-être vous êtes comme moi et vous cherchez des réponses. Ça tombe bien, j'ai rendez-vous avec Delphine Duployer. Il y a quelque chose de fort qui me lie à l'invité d'aujourd'hui. Nous avons travaillé toutes les deux avec bonheur et passion dans un univers professionnel très masculin, celui de l'automobile. Un univers où en tant que femme, il était préféré de montrer un côté yang très développé, où l'expression féminine était plus que limitée. Nous y avons rencontré des personnes remarquables d'humanité et de compétences, mais nous avons su également qu'il fallait que l'on en sorte. Aujourd'hui, Delphine accompagne les âmes courageuses à explorer toutes les dimensions de leur être pour les mettre au service de leur vie. Au rythme de sa voix et du tambour, elle propose un voyage chamanique aux personnes qui cherchent à retrouver de l'harmonie dans leur vie. Elle propose également des soins en groupe sur des thématiques comme la rencontre de son animal totem ou de son esprit allié, développer sa vision, écouter son intuition, évaluer sa place dans le groupe, dans sa famille. Dans son travail chamanique, elle affirme qu'il est essentiel de réunir la partie féminine et masculine dont nous sommes tous issus. Dans l'interview que vous allez écouter, elle rend un joli hommage à toutes les femmes qui constituent son cercle et son socle aujourd'hui. J'ai découvert, derrière la voix douce et juvénile de Delphine, une puissante chamane. Elle nous parle de son lien avec Paris, de la Norvège et de Totoro de Miyazaki. Voici son histoire. Bonjour Delphine. Bonjour Christine. Alors Delphine, qui es-tu ? C'est une jolie question, hein. Franchement, je m'appelle Delphine Duployer, j'ai 46 ans et j'ai la joie d'être maman de deux jeunes personnes aujourd'hui qui ont 18 et 10 ans. Et je vis à Paris. Et qu'est-ce que peu de personnes savent sur toi ? Alors, il y a plein de choses que plein de gens ne savent pas, hein, heureusement, parce que je pense que quand même si je suis plutôt de nature extravertie, je pense qu'il y a plein de sujets où je suis assez pudique. Je dirais il y a quelque chose de particulier qui me lie à Paris, voilà, que j'ai découvert assez tard, parce que j'ai pensé venir, je suis venue à Paris en 1998, c'est ça, il y a quelques temps déjà, pour un amoureux. Et en fait, en même temps que ça, ma grand-mère maternelle m'a envoyé un courrier où elle me disait « Est-ce que tu peux chercher ma mère ?» Donc je savais que ma grand-mère avait été abandonnée à l'âge de 3 ans, je le savais depuis toujours. Mais c'était pas un sujet qui avait été plus abordé que ça. Elle n'avait jamais fait de démarche toute sa vie, parce que quand elle m'a envoyé ça, elle avait déjà un peu plus de 70 ans. C'était quand même une dame déjà âgée et j'avais pas souvenir qu'elle en ait parlé quand j'étais petite, ni à ma mère, ni à personne. En fait, je sais pas, elle a senti nécessaire de faire ça. Et en fait, moi, il m'a fallu un long moment avant de regarder cette chose-là. C'est intervenu dans le démarrage de ma thérapie à l'âge de 30 ans. Donc, où il y a des choses qui sont remontées, où j'ai appris ce que c'était que le transgénérationnel, où j'ai regardé tous ces aspects-là. Et là, en fait, c'est ouvert une grande porte qui œuvre toujours, qui est toujours active, parce qu'on a fait des recherches. Finalement, ma mère m'a accompagnée dans ça, on a retrouvé des choses. Bon, il y a énormément encore de mystères par rapport à cette femme. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'une autre femme cherchait en parallèle, suite à un décès, une femme qui lui a parlé juste avant de partir, de sa sœur. Et donc, en fait, on a pu refaire un bout d'histoire de ma grand-mère, mais concernant sa mère. Mais ce qui œuvre, qui est assez romantique, on pourrait dire ça, c'est que a priori cette arrière-grand-mère donc était très présente auprès des artistes de cette époque Elle est présente sur certains tableaux de grands artistes aujourd'hui. Ça, peu de gens le savent. Quelle est ta toute première pensée au réveil ? Alors après la belle jolie histoire que tu viens de nous raconter, celle-là elle tombe boum, mais je te la pose quand même, ça fait partie du jeu. Quelle est ta toute première pensée au réveil ? Alors j'ai beaucoup de pensées
Je suis avec une activité cérébrale assez importante. Mais je dirais que comme je suis profondément humaine aussi, c'est le petit-déj. Quelle est la place de la spiritualité dans ta vie ? Elle est grande, très très grande. Elle l'a toujours été, depuis toute petite en fait. Même si elle évolue dans sa représentation, comment je la vis, voilà. Moi j'ai toujours eu une pratique spirituelle d'aussi loin que je m'en souvienne, avec des périodes où plus jeune j'avais des interrogations par rapport à une pratique spirituelle puisque j'ai reçu un enseignement catholique, mais que j'ai aussi beaucoup lutté contre. J'ai des souvenirs de prise de position à 10 ans face à un prêtre que je n'aimais pas. Enfin voilà, des choses assez d'incompréhension en fait, des questionnements profonds. Et j'ai aussi eu des expériences où j'ai vu des choses, ressenti des choses. Et en fait, personne n'avait vraiment de réponse à ça en fait. Et puis, je pense que c'est vraiment la thérapie à partir de 30 ans où je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui était que personne n'arrivait vraiment à m'expliquer, même en thérapie. Et c'est ce qui a fait que je suis allée vers le chamanisme en fait. C'est un des aspects en fait, le chamanisme, c'est un des outils, je pourrais dire ça, même si vraiment le chamanisme appartient à beaucoup plus grand que ça. Mais c'est quasi... alors, tous mes gestes ne sont pas dans le sacré, parce qu'en fait, pour moi, la spiritualité est vraiment en lien avec le sacré. Tous les gestes que je fais aujourd'hui ne s'inscrivent pas dans cette démarche-là, mais pour moi, ça l'est. C'est-à-dire que quand on fait ses courses, quand on fait à manger, quand on parle, c'est sacré. Donc, du coup... Après, il y a des rituels du type la lumière, du type le nettoyage, des choses en lien avec l'ancrage, avec le lien à la nature. Voilà. Tout ça, je dirais que la spiritualité, pour moi, c'est de mettre du beau. Au mieux, hein. Puis c'est pas tout le temps le cas, hein. Vraiment pas. Des fois, c'est pas du tout d'ailleurs. Comment tu pratiques ta spiritualité concrètement au quotidien ? Je pratique le tambour déjà, donc pour moi, beaucoup. Ouais. Hein, c'est vraiment pas quotidien, mais presque. En tout cas, il est toujours de sortie, comme aujourd'hui. Il est prêt. Voilà, il est toujours là. La vibration fait qu'en fait, on est connectés ensemble, et puis je travaille beaucoup avec la vibration. C'est quelque chose c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai toujours connu. En fait, j'ai pas souvenir, à part peut-être à l'adolescence où ça a été particulièrement, c'est souvent le cas, hein, compliqué dans le rapport aux autres. Mais sinon, la partie vibration et aidante du tambour, elle est quotidienne. Après, j'ai des pratiques du matin et du soir, de relaxation, de connexion, surtout depuis un an. Parce que ce qu'on traverse est particulièrement impactant, et d'autant plus quand on est ouvert, on vibre plus, on ressent plus, donc c'est essentiel. Et de toute façon, j'ai des indicateurs. Si je sens chez moi une plus grande sensibilité à la colère, à la tristesse, ça veut dire que je dois travailler plus mon ancrage, ma spiritualité, mes perceptions, d'aller regarder encore plus ce qui vient me chambouler. Comment tu la vis, ta spiritualité, dans ton travail ? C'est essentiel. C'est pour ça qu'on vient me voir. Souvent, on ne sait pas que c'est pour ça qu'on vient me voir d'ailleurs. Mais oui, bien sûr, c'est essentiel. C'est ce que j'ai compris qui était réjouissant dans la vie, c'est d'être connecté à sa spiritualité. Donc si je peux accompagner et aider des personnes à ça, moi je suis ravie. Alors tu sais, c'est le podcast du coming out spirituel. Ah oui, c'est vrai. Comment s'est déroulé ton coming out spirituel ? Tu sais, un avant et un... Est-ce qu'il y a eu un avant et un après d'ailleurs ? Je ne sais pas s'il y a eu un avant-après vis-à-vis de moi. Intérieurement, très profondément, je ne crois pas en fait. Je pense que dès le début, c'était bien installé et c'était plutôt clair. Ce qui était compliqué, c'était de l'exprimer.
Voilà, c'était de le partager, parce que je voyais bien que ma façon de parler ou d'être n'était pas adaptée, c'est pas le mot. Ça permettait pas ce lien en fait et cette, j'allais dire, compréhension que j'avais eue. Que c'était génial d'être aussi connecté à ça en fait, d'avoir accepté de regarder ça chez chacun, puisqu'on l'a tous. On pourrait parler de sa lumière, de son énergie intérieure, comment ça allait être super génial d'être conscient de ça en fait. Voilà. Donc je parlerai d'un état de conscience, d'avoir beaucoup cherché comment ça pouvait être chouette et de me rendre compte que ça pouvait être chouette en disant que j'avais vraiment la sensation, quand je le vis, quand je fais les accompagnements, quand je fais le tambour, mais aussi quand je suis vraiment avec ça, quand je me sens super bien. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus chouette quand c'est comme ça. Donc ça a été le challenge pour moi, ça a été de le partager. Et là-dessus, c'est vraiment les amis en fait. C'est des amis qui m'ont dit « Ah bon, mais tu fais quoi ?» je fais ça. Ah bon, mais c'est vachement intéressant. Et les premières personnes qui m'ont dit mais si, vas-y, dis-moi. Parce que moi, j'avais vraiment, et ça c'est vraiment historique dans ma famille, peur que ça fasse du mal à l'autre en fait. Vraiment, j'ai longtemps, et je suis toujours vigilante sur le sujet d'ailleurs. Parce que ça peut être très émouvant, très perturbant. Interpellant. Maintenant, je sais que c'est une des étapes, que quand on fait ça, quand la personne se l'autorise, elle va avoir de l'émotion. Voilà. Et pas parce que moi je lui ai dit, parce que elle m'a autorisée à lui dire, donc dans l'autre sens. Mais ça a été long en fait, à comprendre, à accepter et d'être un transmetteur en fait, tout simplement, et pas plus. Et qu'après, chacun prend sa responsabilité, son choix, il va pas, mais sait que potentiellement il y a quelque chose qui peut l'aider en fait dans sa vie, dans sa traversée, dans son cheminement. Et comment la spiritualité elle est vécue, ta spiritualité est vécue par ton entourage? Eh bien, ça dépend, parce que c'est encore des fois pas évident pour mon entourage de me voir évoluer. Dans ma pratique, quand je fais le tambour, ça me fait aussi chanter. Donc ils sont des fois un peu perplexes en fait. Et en même temps, quand ils sont... aujourd'hui, ma grande fille de 18 ans est un soutien, donc je la remercie d'ailleurs. Vraiment, elle est présente, ce qu'elle a traversé dans son adolescence n'a pas été simple, je le sais, parce que j'ai travaillé dans l'industrie un certain nombre d'années, donc j'ai une formation de juriste, donc c'est vrai qu'elle m'a vue dans ça pendant des années, et puis elle savait bien quand même, elle en a bénéficié quand elle était petite, de mon approche, de mon écoute, des soins aussi, parce que j'ai aussi la partie énergétique, magnétisme qui est présente, poser les mains, s'endormir, des choses comme ça pour apaiser. Donc elle l'a eu, mais c'est vrai que pour elle, ça a été, je dirais que c'est elle qui m'a plus vue au quotidien parler de ça, ou m'ouvrir à ça et choisir d'accompagner en plus, d'aller plus loin et d'accompagner des gens. Et aujourd'hui, de la voir me soutenir et m'encourager, c'est magique. Après, au niveau relation amoureuse, c'est compliqué parce que pour le père de mon fils, il m'a rencontrée attachée de presse chez Peugeot. Donc il me regarde en fait. Après lui, il est dans les arts martiaux, donc bon, au niveau de l'ancrage, je pense qu'il fait avec. Et puis mon garçon de 10 ans, lui, il est très connecté, lui il a bénéficié, il est né en 2010. En 2010, j'avais pas encore rencontré le chamanisme, mais j'étais déjà très très avancée dans toutes ces questions-là. Oh, il a déjà choisi sa maman. Donc en fait, lui, il avait, j'ai des souvenirs d'être en thérapie de groupe et que... la thérapeute parlait avec lui dans mon ventre, donc bon, des choses comme ça, voilà. Lui s'est dit non, moi je la prends après, voilà, je la choisis après. Quelles sont les peurs que tu as su dépasser ? Alors, ce que je disais là, effectivement, la peur d'en parler, qui était grande, non pas parce que j'avais peur moi, mais parce que j'avais peur le rejet. La violence, ça aussi, ça peut être très très virulent, quelqu'un qui n'est pas d'accord
Et ça, c'est vraiment des choses que j'ai vécues à l'adolescence, avec en plus la perturbation de cette phase-là où on ne sait plus qui, quoi, comment. Moi, j'ai eu des moments où je me détestais profondément dans ça, dans ces perceptions, dans ce ressenti, donc je ne voulais plus rien ressentir. Et c'est aussi, pas que pour ça, parce que je pense que j'ai à l'intérieur vraiment une partie de justice en fait qui est très liée à mon profil aussi, d'équité, de vérité, voilà, bon, ça c'est les grandes quêtes, mais effectivement, j'ai vraiment rejeté ça, j'ai vraiment voulu m'en débarrasser pour être acceptée. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait des études de droit qui étaient quand même difficiles vu mon profil et que j'ai tenu à réussir. Et voilà, et j'ai essayé de rentrer dans le moule. J'ai essayé, bon. Est-ce qu'il y a encore des peurs qui te bloquent et si oui, quelles sont-elles ? J'ai des peurs toujours, et je pense que c'est normal et que c'est très humain. Et je voudrais ne plus avoir peur en fait, surtout pas en fait. Alors peut-être c'est ma gestion de ça qui va être différente aujourd'hui. J'ai appris, c'est que les plus grandes peurs que j'avais de faire un enregistrement, etc. de tambour, ou aujourd'hui j'ai appris, j'ai toujours peur quand je le fais, te rencontrer, j'ai eu peur de te rencontrer, de répondre à une interview, enfin voilà, oui, ce sont des peurs qui sont toujours présentes. Mais je dirais que la différence peut-être avec avant, c'est de me dire ok, oui, j'ai bien entendu, j'ai peur, mais je vais le faire quand même. Comment serait ta vie si tu devais renoncer à tout ce que tu viens de nous exposer ? Ah ben, je sais puisque je l'ai fait, donc je sais comment c'était. Ça fait mal, ça fait de la souffrance, donc non, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Après, c'est un équilibre. Voilà, c'est la recherche d'équilibre et c'est l'équilibre, l'harmonie. Dans le chamanisme, on parle beaucoup de ça. On tend à mettre de l'équilibre, on tend à mettre de l'harmonie, mais des fois, parce que vraiment dans ma pratique, on traverse le chaos. Les grands spécialistes, les maîtres du chaos, c'est le peuple mongol. Les chamans mongols sont des spécialistes du chaos. Eux, ils travaillent dans cette énergie-là de chaos parce que justement, quand tout est en bazar, on peut plus se raccrocher en fait, on peut plus contrôler, on peut plus. Donc voilà, moi je suis pas chaman mongol, donc j'ai la conscience que le chaos existe. C'est pas mon champ d'intervention, mais c'est parfois à traverser, ne pas rester dedans. Sans transition aucune. Quel est le livre parmi les tout premiers que tu as lus quand tu étais enfant, dont tu te souviens encore ? Ouais, franchement, j'ai pas de souvenirs. Après, je regardais quand même beaucoup la télé. Ouais, j'aimais bien la télé. À l'époque, je pense que c'était dans les années 80. C'est pas comme aujourd'hui, et puis ni le téléphone, ni... enfin voilà, et j'ai plutôt des souvenirs de dessins animés. Moi, j'adore les dessins animés, je suis une grande fan de dessins animés. Ah ouais, encore aujourd'hui ? Ah oui. Ah oui, j'adore les dessins animés. Après, ça va du Disney au Miyazaki, parce que je suis une grande fan des dessins de Miyazaki. J'adore. Je travaille avec l'énergie de Totoro, d'ailleurs. Totoro est toujours présent. J'ai une petite effigie, voilà. Un peu plus tard, il y avait un dessin animé que j'adorais, c'était Jeanne et Serge, par exemple. J'étais plus télé que livre. Quelles sont les 3 personnes que tu aimerais rencontrer au cours de ta vie ? Peut-être, il y a une femme que j'aimerais, elle reviendra en Europe, qui est Amma. Après, il y a des grandes personnalités comme Michelle Obama, par exemple. Bon, on verra. On verra. À suivre. Oui. Restons sur le triptyque. Si tu avais le pouvoir de donner 3 dons à un enfant, lesquels tu lui donnerais ? Après, les enfants naissent avec beaucoup déjà. C'est garder alors ces dons de clairvoyance, d'avoir la clarté dans sa vision, les perceptions, la connexion avec la nature, vraiment qu'il a conscience que nous faisons partie de ça, que nous sommes très instinctifs, voilà. Et puis parce que j'adore aussi l'univers des Avengers, des super-héros. Alors, le pouvoir de voler. Parce que ça, je trouve ça trop chouette. Est-ce que tu as une devise ? Et si oui, est-ce que tu veux bien la partager avec nous ?
celle de Antoine de Saint-Exupéry, qui est que l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Celui-là est quand même très important pour moi. J'adore les mantras. C'est quelque chose d'ailleurs d'assez récent parce que je ne connaissais pas trop la pratique du mantra. Aujourd'hui, beaucoup plus. Et c'est vrai qu'en Inde, ils ont une approche spirituelle qui est incroyable. Le yoga, finalement, ils ont quand même beaucoup à nous apprendre encore. La Chine aussi. Le métier que tu rêvais de faire quand tu étais enfant? Ah, vétérinaire. Sur une île déserte, qu'est-ce que tu emportes ou qui tu amènes avec toi? J'emmène mes enfants. Ouais. Au moins une poule et un coq. Voilà. Peut-être une vache si c'est possible pour faire des crêpes. Non mais voilà, ouais. Non, ouais. Bon, ok, je crois que j'irai pas sur une île déserte. Quelle est la rencontre qui t'a marquée? Il y a une rencontre qui m'a beaucoup marquée quand j'étais chez Peugeot, qui est une des personnes qui a œuvré pour cette marque-là, qui s'appelle Christian Peugeot. Il a été vraiment un homme présent du début à la fin. Hein, ça faisait déjà un moment que je voulais partir et vraiment c'est lui qui me dit qu'il faut partir. Donc ça a été un moment difficile et extrêmement libératoire aussi. Parce que c'est vrai que dans mon profil, dans mon caractère, il y a une fidélité un peu, peut-être des fois... qui déborde le respect de soi, donc il m'avait vraiment invité à ça. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai la chance d'avoir croisé dans cette ouverture en fait des femmes extrêmement puissante, extrêmement inspirante. Une femme comme Marie-Laure Tessèdre aujourd'hui qui œuvre beaucoup, avec qui j'ai beaucoup d'échanges. J'ai des amis aussi qui sont très proches, Corinne, Agnès, qui se reconnaîtront si elles écoutent évidemment. Pardon pour celles que j'oublie, vraiment parce que aujourd'hui je me sens entourée. La question des femmes, pour moi, ça n'a pas toujours été simple. Vraiment, le rapport aux femmes n'a pas toujours été simple. J'ai travaillé dans un milieu masculin pendant longtemps, où, en tant que femme, il était préférable de limiter son expression féminine pour être reconnue. Donc vraiment sur l'aspect compétence, sur l'aspect expertise, il y avait une exigence qui était demandée très grande et qu'il fallait répondre à ça. Donc, de manière très yang aussi. De manière très yang. Et du coup, c'est vrai que cette ouverture au féminin, la conscience que ça pouvait être... dans l'équilibre et dans l'harmonie, et de reconnaître mon féminin et que je sois plus apaisée avec cette partie-là, j'y travaille beaucoup. Donc après, c'est vrai que dans mon travail avec le tambour, qui lui est très yang, des fois il est un peu plus yin, mais je suis tenue d'être la femme. Pour l'équilibre, travailler dans l'harmonie homme-femme. Et d'ailleurs, je me réjouis parce que dans mes accompagnements et dans les ateliers, je ne sais pas si je dois croiser les doigts ou pas, mais en tout cas, je suis heureuse d'avoir toujours des hommes présents. J'ai la chance qu'il y a toujours au moins 2 hommes qui sont présents. C'est essentiel dans le travail chamanique, c'est essentiel même dans le travail thérapeutique. Nous sommes issus d'eux. Ça, nous sommes les 2 éléments, on travaille, on a besoin des deux. Et c'est vrai que moi, je pense que dans mon parcours, j'ai fermé longtemps la partie yin. La prochaine question, elle me semble... Je sais comment te dire, c'est bon, faut pas te la poser, ça ne va pas te tomber à plat après tout ça, tu sais. C'est pas grave. Je sais même pas si je vais le couper, ça tient. Quelle est l'appli qui est indispensable dans ton téléphone? Tu vois, mais c'est bien, ça ramène à quelque chose de très concret. Je sais. C'est très important. Dans mon téléphone, alors, j'ai pas beaucoup d'applis. Mais j'aime bien, j'ai Instagram en appli que je trouve vraiment utile. J'aime bien son côté instantané. Je vais être dans la rue et comme je suis très sensible aux signes, aux symboles, je vais partager. Donc, je dirais Instagram. Quelle est ta série télé préférée? J'ai souvenir d'une série que j'adorais, c'était X-Files.
Quel est l'endroit sur Terre qui te ressemble ? Un des endroits qui m'a le plus marqué, c'est la Norvège. Ouais. J'y suis allée il y a quelques années. Ou comme ça, hein, vraiment, voilà, pour un voyage en famille en plus, on n'avait pas du tout, voilà, c'était une opportunité d'y aller et j'ai été bouleversée en fait. Vraiment des endroits où, je me souviens d'un endroit, une femme qui a créé un lieu qui fait des courses avec le ski, qui fait voilà. Et donc on a visité cet endroit et j'avais plus du tout envie de repartir en fait. J'étais vraiment, ça m'a coûté, j'étais bouleversée, je pleurais, ouais, j'étais vraiment bouleversée, je me souviens, à l'époque j'étais pas encore complètement assumée dans mon parcours et ma famille était un peu décontenancée face à mon flot de larmes, de tristesse, de me dire faut que je reste là, je peux pas repartir. Et si, on va repartir, on est sur un bateau, c'est les vacances. Voilà, ça a été difficile. Ouais, ça a été difficile pour moi. Donc la Norvège. À quoi ou à qui tu as envie de dire merci aujourd'hui ? Alors, c'est très égoïste, mais je vais me remercier moi. Parce que ça n'a pas été toujours simple, voilà, ce parcours d'abord, d'accepter de traverser, enfin de dire, voilà, de témoigner, de partager. Voilà, il faut beaucoup de courage et j'ai longtemps pensé le contraire de moi, que faire la thérapie, tout ça, c'était un truc de faible. Hein. Voilà, j'étais vulnérable, j'étais pas compétente, etc. Donc je me suis beaucoup jugée sur ça. Donc aujourd'hui, je me sens plus fière de mon parcours et le courage. Et du coup, par ricochet, c'est que je trouve que les personnes qui viennent me voir, les personnes que je rencontre, je les trouve courageuses aussi. Donc je les remercie pour leur confiance, pour la confiance qu'elles me font, pour les personnes qui me supportent aussi aujourd'hui dans mon quotidien. Non, voilà, c'est ça. Je sais que c'est pas évident, hein, pas toujours facile. Donc, merci. Et pour finir, quels sont les conseils que tu aurais envie de donner à ceux qui n'osent pas pousser la porte de leur propre placard spirituel ? Eh bien, je comprends qu'on n'y aille pas. Vraiment. Vraiment, je comprends. Il y a vraiment des moments où on traverse de la solitude qui est nécessaire dans ce parcours. Parce que la solitude oblige à se regarder soi et à plonger en soi. Et ça peut être très effrayant. C'est pas quelque chose qu'on est amené à faire quand on est enfant, bien au contraire. Donc du coup, c'est pas quelque chose qu'on apprend et qu'on considère comme positif et comme enrichissant pour les autres, alors que c'est tout l'inverse. Mais bon, voilà, c'est comme ça aujourd'hui encore, même si je pense qu'on est en train d'évoluer fortement sur le sujet, nos enfants, les enfants, la société, voilà, ce qui crée aussi beaucoup de perturbations et de tensions, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord. Donc je dirais de ne pas hésiter à se faire accompagner par des personnes qui ont peut-être déjà fait un bout de chemin, il y en a plein. De vérifier, de se questionner, c'est-à-dire de pas forcément, si on le sent pas, de pas le faire, hein, de se faire confiance, vraiment, d'écouter, de prendre du temps. Et aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir du temps, de se donner du temps pour ça. On court après l'argent, on court après comment gérer la situation. Enfin voilà, de le faire progressivement, de le faire accompagner, que ce soit en thérapie, que ce soit sur une thérapie courte, longue, voilà, de lire des livres aussi. Il y a beaucoup de littérature, de se nourrir d'abord soi avant de s'exposer en fait. Je pense que c'est vraiment construire un peu à l'intérieur ou reconnaître qu'à l'intérieur c'est pas construit et de se dire ok, bon, avant de dire quoi, de se faire aider dans cette construction-là. Eh bien, merci beaucoup Delphine. Merci Christine, merci à toi, merci infiniment. Merci. Voilà, Aleph, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver toutes les informations et les coordonnées de mon invité, rendez-vous sur le site internet àlécoutedesavoix.fr. Et voix, c'est VOIE. Vous trouverez aussi toutes les ressources mentionnées dans cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcast afin de faire grimper la visibilité d'À l'écoute de sa voix. C'est de cette manière que vous pouvez aider concrètement le podcast à monter dans le classement.
Votre soutien est important, je compte sur vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et même sur YouTube. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à ce que j'envoie aux membres de la communauté Alève, vous pouvez vous abonner gratuitement sur àlécoutedesavoix.fr. Vous pouvez découvrir aussi en avant-première la personnalité du prochain épisode sur le compte Instagram du podcast, àlécoutedesavoix.podcast ou sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast revient dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous.